Bonjour à tous. Pascal ici, de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle à nouveau avec Stanislav Krapivnik, ancien officier de l'armée américaine, cadre dans la chaîne d'approvisionnement et expert politico-militaire. Stas, bienvenue de retour sur la chaîne. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir accepté. J'aimerais faire une mise à jour avec toi sur ton évaluation, d'abord de l'Ukraine, puis aussi sur certains des éléments de contexte de ce qui se passe en Israël. Mais pouvons-nous commencer par l'Ukraine? Tu as récemment donné une interview sur RT où l'animateur t'a demandé « Les Ukrainiens peuvent-ils renverser la situation ?» Et tu as répondu sans détour « Non ». Peux-tu m'expliquer un peu pourquoi tu penses que c'est fini pour les Ukrainiens et pourquoi même l'OTAN ne peut plus les aider à ce stade? Eh bien, l'OTAN peut prolonger cela, et elle peut le faire de différentes manières. Avec des armes, dans une certaine mesure, elle peut prolonger le conflit. Elle peut continuer à le prolonger en envoyant des mercenaires de l'OTAN, où l'on a vu des bataillons entiers, par exemple de Polonais, des bataillons entiers déserter et se retrouver sur les lignes russes. Je pense que Karol Nawrocki, le nouveau président de la Pologne, s'est très vite éloigné de cette politique. Et maintenant, il se dispute avec les banderistes à propos de Bandera. En fait, parce que je pense que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a constaté que environ 10 000 Polonais avaient été tués dans les combats en tant que soldats. Je pense que cela lui a servi de véritable électrochoc, quelque chose que Duda cachait autant que possible. Duda voulait créer la Rzeczpospolita, c'est-à-dire l'Empire polonais. Il s'agissait du troisième empire polonais. Il y a beaucoup d'autres membres de l'OTAN. J'ai moi-même été dans des zones de la ligne de front dès le 24 décembre 2022, où, de l'autre côté, il n'y avait pas d'Ukrainiens, il n'y avait que des Polonais. Mais cela n'est pas connu en Occident. Et je n'ai aucun moyen de vérifier si ce que vous dites est vrai ou non. Quels indices avons-nous que cela se passe réellement? Eh bien, la Russie, en fait, après Kursk, a publié des noms et identifié des mercenaires là où elle le pouvait. Parce qu'il faut se rappeler que le camp ukrainien a perdu plus de 70 000 morts et disparus. S'ils sont portés disparus, on les compte généralement comme morts. Et vous savez, bon, pour les âmes sensibles, coupez le son maintenant. Beaucoup de ces morts jonchent les forêts du sud-ouest de Kursk, et cela ne représente que 10% de la province de Kursk. C'est tout ce qu'ils ont pris, environ 10%. Entre les chiens, les cochons sauvages et les rats, certains sont littéralement aussi gros que ça, sans la queue, il ne reste pas grand-chose. Des os. Je veux dire, ils nettoient tout, et les corbeaux aussi. Il devient évidemment plus difficile d'identifier les personnes. Mais l'armée russe a identifié, soit par des documents, soit principalement par des documents trouvés sur les corps, environ 2000 Polonais morts, environ 1200 Colombiens morts, et plus bas dans la liste, il y avait environ 1 millier de Géorgiens morts. Il s'agissait des partisans de Saakachvili qui ont maintenant fui la Géorgie et combattent tous dans la Légion géorgienne, y compris environ 190 Américains, environ 140 Britanniques, et ainsi de suite. Il y a donc une très forte présence de mercenaires, et ce ne sont que ceux qui ont été tués. On ne sait pas combien ont fui avant cela, et ceux-là ont été identifiés selon ses origines ethniques, ses nationalités. Nous avons toujours eu ces groupes de mercenaires, et il reste à déterminer dans quelle mesure ils étaient réellement envoyés par leur pays ou par l'OTAN. Ce sera aux historiens de le découvrir une fois que nous aurons les documents. Mais maintenant, cette semaine encore, on entend tout ce bruit autour des drones en Pologne, n'est-ce pas? Et à ce stade, encore une fois, je lis les médias traditionnels, et je n'ai aucun moyen de vérifier si ces choses sont réellement là, si cela a été inventé, s'il s'agit de drones intentionnellement envoyés comme le rapportent les médias occidentaux, ou si c'est dû à des brouillages, comme des dizaines de drones qui seraient entrés en Pologne.
Que pensez-vous de cette histoire? D'accord. Il y a donc plusieurs problèmes ici qui pourraient entrer en jeu. Tout d'abord, commençons par le fait qu'il s'agissait de drones de reconnaissance. Ils n'étaient pas équipés d'ogives. Ensuite, oui, il y a eu des drones qui ont atterri ou ont été abattus, environ 4. Il semble que l'un d'eux se soit écrasé tout seul et que 3 aient été abattus. Notons également que ces drones ont une portée d'environ 700 km, mais ils sont apparus à 1200 km de là. Ce que l'armée russe a dit essentiellement, c'est que le ministère russe de la Défense a appelé le ministère polonais de la Défense et a dit « Écoutez, parlons-en. Voulez-vous venir vérifier nos registres ?» Vous savez, on peut le voir dans les trajectoires de vol, car elles se sont soudainement beaucoup allongées. Donc, il y a d'autres options disponibles ici. Eh bien, ce sont des modèles Geran ou Shahed. Oui, les drones Shahed d'origine venaient d'Iran. Depuis, la Russie les a fait évoluer. Ils en sont maintenant à la 3e ou 4e génération. Ils sont beaucoup plus grands. Ils ont une portée bien plus longue que les drones d'attaque actuels. Et certains sont désormais équipés de moteurs à réaction. Ils ne ressemblent donc plus du tout aux drones d'origine, à part la forme de base. Maintenant, les Américains fabriquent, et ils l'ont annoncé il y a environ 1 mois et demi avec beaucoup de fanfare, le drone Shahed. Ils en ont simplement fait une copie, n'est-ce pas? Et quand vous les regardez, je ne sais pas, je suppose qu'il y a quelque part un tampon fabriqué aux États-Unis. Mais quand vous les observez, ils sont absolument identiques, jusqu'à la petite hélice à l'arrière et ce bruit de moteur de tondeuse à gazon. Parce que c'est littéralement comme un petit moteur de tondeuse ou de mobilette à l'intérieur. Donc ça pourrait être fabriqué en Amérique ou ça pourrait venir de n'importe où ailleurs. Les drones de reconnaissance sont utilisés pour 2 raisons. Ils ne servent pas vraiment à observer des zones ou à repérer des endroits. Ce sont d'autres drones qui sont utilisés pour la collecte d'informations. Les drones de reconnaissance, eux, volent et attirent le feu sur eux-mêmes, n'est-ce pas? Ce sont les consommables. Et une fois que le système de défense antiaérienne a identifié sa position en tirant sur ceux-ci, qu'il a activé ses radars, les lanceurs sont généralement séparés à une certaine distance, habituellement reliés par des câbles ou par interface radio. Mais dès que le lanceur tire, il se signale lui-même. Et alors, la vague suivante, qui arrive peu après, connaît désormais l'emplacement des radars et des lanceurs antiaériens, et elle se concentre sur eux pour les détruire. Il y a des pertes lors de la reconnaissance, des pertes parmi les drones d'attaque eux-mêmes. Les Ukrainiens réussissent parfois à en abattre. Donc, une fois que vous les avez abattus, est-ce que vous les reprogrammez puis les envoyez en Pologne? Nous savons avec certitude que le missile qui a frappé et tué 2 Polonais était ukrainien. En fait, Duda, maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, l'a admis à un journaliste et a dit « Oui, nous savons que l'Ukraine essaie de nous entraîner dans cette guerre, non seulement de manière officieuse, en tant que mercenaires, mais aussi pour que l'armée polonaise soit pleinement engagée dans ce conflit. Nous savons que l'Ukraine a envoyé ce missile et a frappé la Pologne, tout en essayant de faire passer cela pour un missile russe. Nous n'avons tout simplement pas réagi, mais nous savions qu'ils tentaient de nous impliquer. Donc maintenant, c'est à un niveau officiel que l'Ukraine a essayé cela. Sont-ils en train de recommencer? Je veux dire, c'est comme avec cette histoire du missile en Pologne. Il y a 1 an et demi ou 2 ans. Si c'est vrai que ces drones ont été envoyés depuis la Russie, ce serait tout simplement une bêtise de la part de la Russie, parce que cela donne aux Polonais et aux membres de l'OTAN tout ce dont ils ont besoin pour, vous savez, faire ce qu'ils font en ce moment. L'article 4. Nous sommes attaqués et nous devons soutenir l'Ukraine encore plus. C'est évidemment l'inverse de ce que la Russie souhaiterait, stratégiquement parlant.
Mais les Occidentaux ou les Européens continuent de dire « les Russes nous testent ». Ils nous testent parce qu'ils arrivent. Je vous le dis, ils arrivent. Pouvez-vous réagir à cela d'une manière ou d'une autre? Parce qu'il n'y a aucun moyen de démonter la logique à l'intérieur de cet asile. Oui. Oh oui. C'est une très bonne façon de le dire. Et à l'intérieur de cet asile, il y a une chambre d'écho. Et tous les psychopathes sont assis dans cette chambre d'écho. Et tout ce qu'ils entendent, ce sont leurs propres pensées qui leur reviennent. Oui, d'accord. Encore une fois, la Russie sait, et l'OTAN l'a admis, que l'OTAN ne peut couvrir qu'environ 5 à 10% de son espace aérien avec les systèmes anti-aériens existants. Si la Russie avait voulu frapper la Pologne, cela aurait été une frappe sur ses bases militaires qui servent de centre logistique pour acheminer du matériel en Ukraine. Elles servent de base d'entraînement, et il n'en resterait pas grand-chose. Soyons réalistes. Mais encore une fois, à qui cela profite-t-il? C'est la question sous-jacente à tout. À qui cela profite-t-il? La Russie a-t-elle intérêt à envoyer une douzaine de drones de reconnaissance qui d'ailleurs ont volé 2 fois plus loin que leur capacité en carburant? Mais nous allons ignorer ce petit détail. La Russie tire-t-elle profit de faire cela à la Pologne? Non, bien sûr que non. Elle n'en tire aucun bénéfice. Il n'y a aucun avantage dans tout cela. La Russie tire-t-elle profit de faire exploser Nord Stream? Bien sûr que non. Elle ne tire aucun bénéfice de faire exploser Nord Stream. La Russie tire-t-elle profit de presque tout ce dont on l'accuse? Non, elle ne tire aucun avantage de tout cela. Qui en profite alors? Eh bien, les véritables bénéficiaires sont Tusk, qui est l'une de ces créatures, a été le premier à battre le tambour. Nous allons faire la guerre. Nous allons faire la guerre. Nous allons y aller. Et Sikorsky, autrement appelé Monsieur Applebaum, dont le fils est dans l'armée américaine. Réfléchissez à cela. Le ministre polonais des Affaires étrangères n'est pas seulement marié à une américaine, une néoconservatrice en vue, mais son fils sert dans l'armée américaine. Je ne le savais même pas. Oui, la plupart des gens ne le savent pas. Ils ne le mettent pas en avant. Et on connaît Applebaum et sa femme, mais pas... Ah oui. Quoi qu'il en soit, j'ai appris cela grâce à un bon ami à moi qui est docteur en histoire. Il est très polonais, a vécu au Canada et vit de nouveau en Pologne. Et il m'a dit oui, parlons un peu de tout ce système. Donc, bien sûr, la Russie n'en tire aucun bénéfice. Mais certains partis, eux, en profitent. Quoi qu'il en soit, cela continue et s'éternise. Cette arrogance européenne intérieure du genre « nous faisons quelque chose, nous faisons quelque chose », alors qu'en réalité, tout ce que vous faites, c'est prolonger la souffrance et faire durer encore plus ce conflit. À votre avis, comment la Russie interprète-t-elle toutes ces absurdités, comme les discussions internes des Européens, alors que les Russes ont clairement indiqué qu'ils avaient une raide avec les Américains, n'est-ce pas? The Russians signaled that they do have a serious interest in talking to the Americans, right? Eh bien, vous savez, ce que vous venez de dire correspond exactement à la façon dont la Russie perçoit la situation. Le but ici est d'affaiblir la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, littéralement. Le gouvernement en Ukraine, croyez-moi, même s'il n'y avait pas de conflit, aucune de ces personnes n'a jamais eu l'intention de mourir de vieillesse en Ukraine. Leur objectif est de voler tout ce qu'ils peuvent et de s'enfuir. Yamatov en est un excellent exemple. Il a été ministre de la Défense pendant 1 an. Durant cette période, il a réussi à détourner environ 100 millions de dollars, ce qui est peu comparé à beaucoup d'autres. Acheter plusieurs propriétés aux États-Unis, et toute sa famille vit aux États-Unis depuis 2016, y compris sa femme et ses enfants. Et chacun possède une petite propriété au nom d'une société différente. Et ils changent de propriétaire pour qu'il soit difficile de savoir qui est qui. Et il est difficile pour tout futur gouvernement ukrainien d'essayer de le confisquer à nouveau. Mais il est resté en Ukraine pour gagner de l'argent.
Et c'est ce que font tous ces types. Zelensky en est un autre exemple parfait. Ses parents vivent dans un manoir en Israël qu'il leur a acheté pour 6 millions de dollars. Sa femme et ses enfants sont à Londres. Et d'ailleurs, il y a environ 4 mois, un article est paru dans la presse anglaise, pas seulement la presse anglophone, mais même la presse anglaise, affirmant que Zelensky avait acheté une banque d'investissement pour la modique somme de 1,5 milliard de livres sterling. Il a également acheté un hôtel-casino dans le sud de Chypre. Cela a été révélé par un aveu du président de Chypre, ou du sud de Chypre, la République de Chypre du Sud, et ainsi de suite. Alors ces types, ils sont là pour gagner de l'argent. Et plus ce conflit dure, plus ils gagnent. Et puis pour Zelensky aussi, il a un problème. Il va probablement finir température ambiante dès que ce conflit sera terminé. Parce que ses maîtres, les Américains et les Britanniques, ne vont pas laisser un type comme Zelensky se promener à bavarder et à parler à tort et à travers, alors qu'il en sait beaucoup trop. Il était au centre de tout ça, et ça va devenir très embarrassant pour eux s'il dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire, ou, Dieu nous en préserve, s'il tombe entre les mains des Russes et finit par vraiment tout révéler. Les gens comme ça, ils ne restent pas en vie très longtemps. Ils deviennent température ambiante. Je veux dire, d'un point de vue purement stratégique, pour la coalition occidentale des volontaires, il vaudrait bien mieux, vraiment mieux, avoir un Zelensky martyr, mort, plutôt que le spectacle de clown vivant qu'il représente quelque part à Londres ou en Floride. C'est bien plus utile. Donc, quelle que soit la façon dont on l'envisage, la vie de Zelensky est sérieusement menacée, ce qui me fait me demander s'il n'a pas en réalité une motivation à laquelle nous n'avons pas pensé auparavant pour essayer de trouver un accord qui lui permettrait de mettre fin à tout cela. J'en doute. C'est juste l'optimiste en moi qui se demande s'il existe quelque chose qui pourrait changer la donne pour l'Ukraine, à l'intérieur même du pays. Vous savez, la seule façon pour Zelensky de s'en sortir vivant, c'est de s'éclipser, de filer jusqu'à la frontière biélorusse et de se rendre à Loukachenko, puis de partir en Russie. Bien sûr, il finira en prison, mais la peine de mort est en moratoire en Russie, contrairement à la peine de mort officieuse qui l'attend. Parce que vous avez raison, Zelensky, d'abord c'est un cocaïnomane. Comme vous le savez, avec tout toxicomane sérieux, ils sont imprévisibles. Ils sont sous pression. Ils feront et diront à peu près n'importe quoi. Et on ne peut pas vraiment les contrôler parce qu'ils sont dépendants. Ils sont dans un état modifié, si on veut appeler ça comme ça. Et en plus, c'est pas le genre de personne. D'abord, c'est un acteur. Il aime être sous les projecteurs. Il aimait déjà ça avant tout ça. Depuis des années, il est le chouchou de l'Europe. Tout le monde lui a baisé les pieds, le derrière et les mains. Il aime ça. Je veux dire, ne nions pas, il adore ça. Mais tous les dirigeants sont comme ça. Je veux dire, c'est simplement un trait pathologique des personnes au plus haut niveau. Ne dis pas que tous les dirigeants sont comme ça, mais la majorité l'est probablement. La majorité. Mais le problème ici, c'est, qu'est-ce que tu vas lui dire? Va dans ta villa à Miami, disparaît, vit paisiblement et ne sort plus. Il va pas faire ça. Tout le monde le sait. Il le fera peut-être pendant un certain temps, mais l'envie sera toujours là. L'envie sera toujours présente. Il veut être sous les projecteurs. Et comment rester sous les projecteurs quand on est un ancien chef d'État, surtout dans ce cas? On commence à parler. Oui, mais il doit comprendre à quel point sa position est dangereuse. Et nous avons vu, je veux dire pour revenir à certains des événements récents, nous avons vu des Ukrainiens en Espagne, des personnes de rang moyen à élevé dans la structure officielle, être assassinées dans la rue, n'est-ce pas? Donc, les luttes internes au sein de ce groupe de pilleurs continuent, n'est-ce pas? Avez-vous une idée de ce à quoi pourrait ressembler la lutte de pouvoir?
la rivalité pour le pouvoir au sein du système ukrainien. Vous savez, il y avait un vieux dicton à propos de l'Ukraine post-soviétique. En Ukraine, d'abord, on fait de l'argent, puis on devient politicien. Ça c'est l'Occident. En Ukraine, d'abord, on devient politicien, puis on fait de l'argent. Donc, ils vont tous en politique. Il n'y a pas d'honnête. Enfin, je ne dirais pas aucun, car c'est jamais 100%. Mais l'immense majorité des politiciens ukrainiens, peu importe leur parti, n'ont jamais été des intermédiaires honnêtes. D'accord. Et bon, si un politicien vole un peu, ou prend un peu, tant qu'il travaille pour le peuple lui pardonne beaucoup. D'accord, il a obtenu une voiture supplémentaire, mais regardez ce qu'il a fait pour le pays. Mais ici, il n'y a aucune notion de cela. La classe politique en Ukraine, depuis 30 ans, est une sangsue, un parasite. Ils sont là pour une seule raison, se nourrir de l'État. Regardez un pays qui a quitté l'Union soviétique sans dette, ce qui, soit dit en passant, explique pourquoi la Russie a récupéré tous les missiles nucléaires, car elle est l'héritière directe de l'Union soviétique. Et non seulement elle a récupéré les missiles nucléaires, mais elle a aussi hérité de toute la dette soviétique qui avait été dépensée pour toutes ces autres républiques, en premier lieu. Donc l'industrialisation de l'Ukraine et tout cela, c'est la Russie qui a dû la payer, et ensuite la Russie a dû la payer à nouveau. Donc l'Ukraine a quitté l'Union soviétique. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. L'Ukraine a quitté l'Union soviétique avec une économie, une base industrielle et scientifique et une population de la taille de la France. À la fin des années 2010, début des années 2000, juste avant le conflit, je me souviens que quelqu'un avait comparé l'Ukraine à l'Ouganda en termes de pauvreté. Et le président ougandais avait été très insulté et avait déclaré publiquement « Nous ne sommes pas aussi pauvres que ces gens-là. Nous vivons bien mieux que les Ukrainiens. » Ce qui, franchement, pose la question. Combien faut-il voler sans arrêt pour passer du niveau de la France à celui des pays les plus pauvres d'Afrique en moins de 30 ans? Oui. Bien que pour défendre l'Ukraine, tout cela se soit produit à l'instigation de l'Occident, avec la thérapie de choc néolibérale, et ainsi de suite. La même chose, je veux dire, le même pillage qui a eu lieu en Russie. C'est juste qu'il y a ensuite eu des contre-mesures prises. Vous avez différents dirigeants en Ukraine qui en fait favorisaient ou collaboraient avec cela. Et la question est alors, aviez-vous des dirigeants plus neutres, comme Yanukovych, ou plus alignés sur l'Occident, comme, comment s'appelait-elle, Timoshenko? Et quand on se demande quel type d'acteurs du pouvoir sont en place lorsque Timoshenko est là, il faut aussi se souvenir. Zelensky a interdit 17 partis d'opposition. Oui. Et quand on interdit autant de partis, la notion d'opposition devient très floue. Cela inclut des gens qui disent « Hey, je voulais voler ça. Je ne veux pas te le donner. Je voulais le voler. » Par exemple, ces bienfaiteurs qui l'ont amené au pouvoir sont maintenant derrière les barreaux. Non pas parce qu'il était en désaccord politique avec eux, mais parce qu'ils voulaient ce qu'ils avaient. Et cela devient simplement une bande de voleurs. Mais pas comme une guilde de voleurs, où il y a un maître de guilde et où ils sont tous plus ou moins alignés pour gagner de l'argent. Mais vous voyez, du vol. C'est une bande de voleurs où chacun cherche à voler les autres. Et toute victime qui se trouve à passer par là aussi, tant qu'à faire. Voilà l'atmosphère politique en Ukraine. Et puis si on ajoute la guerre, cela devient une véritable tanière de voleurs où il s'agit de survivre. Ils ne sont donc pas seulement prêts à se voler les uns les autres, ils sont tout à fait disposés à s'égorger entre eux. Kuleba, l'ancien ambassadeur auprès de, comment il s'appelle, la saucisse de foie humide, le premier chancelier d'Allemagne. Kuleba était l'ambassadeur ukrainien là-bas.
Il vient de fuir en Pologne au beau milieu de la nuit. Vous savez, il s'est enfui parce qu'il s'est brouillé avec Zelensky. Donc dans ce cas, ça devient une affaire extrêmement sérieuse et dangereuse. D'accord. Il nous faudrait beaucoup plus de minutes, d'heures pour analyser tout cela, car le niveau d'intrigue politique ne fait qu'augmenter. Et nous n'avons même pas encore parlé de l'armée, ni de Zaloujny, ni de... Comment s'appelle-t-il à Londres? Je veux dire, il y a encore plus à dire. Zaloujny est celui à Londres. Non, Zaloujny est celui... Non, Zaloujny est celui-là. Syrski est celui qui commande. Syrski est surnommé Général 200. 200 est la classification pour les pertes. Mia, mort au combat. 300 correspond aux blessés au combat. 400 désigne les déserteurs. 500 signifie être mentalement perdu. C'est une ancienne classification soviétique. Son surnom de Général 200 vient donc du fait qu'il provoque beaucoup de morts dans ses propres rangs. Je trouve cela extrêmement triste, n'est-ce pas? Et bien sûr, cette instabilité politique ne facilite pas la tâche de la Russie pour savoir avec qui collaborer afin de mettre un terme à toute cette situation. Mais c'est là où nous en sommes. Nous sommes dans une situation intérieurement très chaotique, et cela ne prend même pas en compte ce qui vient de l'extérieur. Mais changeons peut-être un peu de sujet et utilisons les 10 ou 12 dernières minutes pour parler d'Israël, car tu m'as fait remarquer qu'un des aspects peu compris est l'impact du sionisme chrétien et l'origine du sionisme chrétien sur le génocide en cours. Peux-tu développer un peu ce point? Alors oui, le sionisme chrétien, si on remonte dans le temps et qu'on l'examine, commençons par ceci. Le sionisme chrétien est une hérésie. C'est une hérésie qui est très répandue parmi les évangéliques du monde entier. C'est une hérésie pour l'Église orthodoxe, qui étant orthodoxe, je dirais, est la première Église chrétienne dont les catholiques se sont séparés. En 1054, les catholiques disent l'inverse, mais c'était un schisme. C'est une hérésie pour les catholiques. C'est une hérésie pour les protestants historiques, comme les luthériens, l'Église d'Angleterre, etc. C'est une hérésie qui est apparue en 1833 avec un certain Charles Darby. Donc ce type a essentiellement pris un verset de la Bible, de l'Ancien Testament, qui dit que lorsque le Seigneur viendra, il appellera les saints à lui dans les cieux. Je paraphrase, j'aurais dû vraiment mémoriser l'expression exacte. Mais il a construit cette théologie selon laquelle le Seigneur viendra 2 fois. Donc il y aura une seconde venue et une troisième venue. Ou peut-être une seconde venue et une seconde venue 2.1. La première venue, c'est quand le Seigneur vient et que tous ces saints, qui, selon cette théologie, se trouvent être les évangéliques, vont simplement se téléporter ailleurs. Ils ne vont pas mourir. Ils vont se téléporter ailleurs. Et c'est tout. Ensuite, tous les autres vont rester sur Terre parce qu'ils sont tous damnés, et ils finiront par se manger entre eux et s'entretuer. Et parfois, selon à qui vous demandez, entre 7 et 1000 ans plus tard, le Christ reviendra pour les juger tous. Donc, ils se téléportent ailleurs. L'enfer sur Terre. Le fait de disparaître soudainement, d'ailleurs, c'est même le scénario du film Left Behind, je crois. Oui. Cela fait partie de la théologie, et ce film l'a effectivement repris. Mais enfin, je vous rends la parole. Et tout dépend de la façon dont on voit les choses. Est-ce qu'ils se téléportent avec leurs vêtements ou bien nus? Oui. Parce que la différence, c'est, est-ce que leurs vêtements restent sur place ou est-ce qu'ils disparaissent aussi? Et j'ai même connu des gens qui forment des groupes de soutien où ils vont voir leurs voisins damnés parce qu'il n'est pas évangélique ou pas leur version de l'évangélisme. Puisqu'il existe des milliers de versions différentes de l'évangélisme. Cela peut être une église baptiste et une autre église baptiste, et l'une crie que l'autre va en enfer.
tandis que l'autre insiste sur le fait que c'est la première qui ira en enfer, même si elles sont toutes les deux baptistes. Ça devient vraiment insensé à ce niveau-là. Mais ils vont voir leurs voisins damnés pour demander du soutien en disant « Quand je disparaîtrai et que ma famille disparaîtra, voici une clé en plus. Ouvre la porte et laisse sortir nos animaux pour qu'ils ne meurent pas dans la maison. » Je me demande, est-ce que... Enfin, j'en ai aucune idée. Je me demande si ces personnes existent vraiment. Je veux dire, c'est ça l'idée, elles peuvent être là, mais je me demande... Oh non, non, non. Ces personnes existent. J'ai grandi dans le sud. Il y en a beaucoup là-bas. Ils sont très, très, très réels. Donc, ils ont besoin de la fin du monde. C'est un culte de la mort qui a peur de mourir. Ça fait partie de l'idéologie. C'est comme la fin approche, et nous sommes très proches de la fin. Tellement proches que je dois donner une clé à mon fichu voisin pour qu'il puisse arroser les plantes. Oui, oui. Et ce sont ces chrétiens évangéliques qui soutiennent alors l'idée sioniste, parce qu'en fait, il faut... Oui. Ce sont les sionistes chrétiens. Et pour atteindre la fin du monde, comme je l'ai dit, ils veulent la fin du monde, mais ils ont peur de mourir. Vous savez, en tant que chrétien, j'irai vers le Seigneur et j'aurai mon jugement final. Et il y a des questions sur la façon dont ce jugement se déroule, selon de quel côté de l'Église on se trouve, même au sein de l'Église orthodoxe après ma mort. C'est la seule façon. Enoch a été le seul à être enlevé. Tous les autres doivent mourir, puis ils vont voir le Christ. Si vous êtes chrétien, en tout cas, c'est la vision que vous auriez. Ils veulent sauter l'étape de la mort. Vous savez, le moment où l'on devient à température ambiante. Nous voulons éviter cela, et nous voulons juste nous téléporter ailleurs. Un peu comme dans Star Trek, je suppose, ou Zap, et vous avez disparu. J'en ris un peu parce que pour nous c'est une hérésie incroyable, mais c'est une hérésie incroyablement dangereuse, parce qu'ils agissent en conséquence. Donc, pour arriver à la fin du monde, il faut avoir l'Armageddon. Pour avoir l'Armageddon, il faut le troisième temple. Pour avoir le troisième temple, il faut un Israël ethniquement et religieusement pur, ou le Grand Israël. Les Israéliens veulent le Grand Israël. Je ne suis pas tout à fait sûr de l'importance que les évangéliques accordent au Grand Israël tant qu'il y a un Israël avec un troisième temple. Mais cela signifie qu'il doit s'agir d'un Israël orthodoxe, pas ultra-orthodoxe, mais essentiellement orthodoxe, avec uniquement des Juifs, personne d'autre, et aucune autre forme de judaïsme. Et ils soutiennent cela. Que penses-tu que deviendrait tes Haredim dans tout cela? Et puis, en plus, il y a ce courant, le dispensationalisme, où ils interprètent mal ce que dit la Bible. Tu vois, pour les chrétiens, depuis le début de l'Église, il faut passer par un peu de théologie. Désolé. J'ai toujours aimé la théologie. Je n'y crois pas, mais je l'aime. C'est très bien construit. C'est ça. Eh bien, le point de départ de cette théologie, c'est que les véritables Juifs sont ceux qui ont suivi le Christ. Commençons par là. Donc, quand ils parlent des véritables Juifs, ils veulent dire les chrétiens. A, B. Lorsqu'ils parlent de Jérusalem, et c'est ainsi depuis la fondation de l'Église, ils ne parlent pas de la Jérusalem physique. Ils parlent de la Jérusalem spirituelle, qui est le royaume du Christ. Le royaume du Christ est le royaume dans les cieux, le royaume spirituel. Comme il l'a dit lorsque Ponce Pilate l'interrogeait, « Es-tu le roi? Es-tu le roi d'Israël ?» Il a répondu, « Mon royaume est dans les cieux. » Je paraphrase encore, mais mon royaume est dans les cieux. Je ne suis pas le roi du monde physique ici. C'est pourquoi Ponce Pilate a dit, « Eh bien, je ne vois aucune faute chez cet homme. Je ne vois aucune raison de l'exécuter. Il n'est manifestement pas une menace pour Rome, puisqu'il ne dit pas « Je suis un roi terrestre, je vais installer un trône, je vais arracher une province à Rome. » Donc, dès le début, l'Église considérait cela ainsi. Jérusalem est une Jérusalem spirituelle,
Ces gens considèrent Jérusalem comme une Jérusalem physique. Et ils lisent cela comme « Celui qui bénit les Juifs sera béni par Dieu ». Et ils prennent cela comme une déclaration réelle. Mais en ce qui concerne les personnes qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, que ce soit sur le plan ethnique, la pureté du sang, peu importe. Je ne vais pas entrer dans ce débat. C'est un tout autre sujet, et ce n'est pas quelque chose dans lequel je vais m'impliquer. Que d'autres s'en occupent, peu importe. Mais l'affirmation théologique ici est déjà antichrétienne, n'est-ce pas? Donc, vous n'allez pas recevoir une bénédiction en bénissant ceux qui ont tué le Christ, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que l'Église enseigne depuis le début. Encore une fois, je ne dis pas cela pour susciter une quelconque violence ethnique ou quoi que ce soit de ce genre, mais c'est l'enseignement théologique historique de l'Église. Et c'est là que les évangéliques interviennent. Maintenant, si vous parlez à ces évangéliques, ce n'est pas qu'ils aiment soudainement les Juifs, car ils vous diront l'une de ces deux choses. Soit ils se convertiront tout le dernier jour, soit ils iront tous en enfer de toute façon. Nous avons juste besoin d'eux pour relancer le temple, le troisième temple, et l'Armageddon. Nous avons juste besoin de la fin du monde. Et vous regardez ces gens en vous disant « Waouh, vous êtes vraiment fous ». Il existe des ministères appelés ministères de la fin des temps qui organisent des voyages touristiques. Vous pouvez les chercher sur YouTube. Il y a plein de leurs vidéos sur YouTube. Et ces pasteurs se tiennent avec leur groupe de touristes évangéliques en disant « Et c'est ici que les armées chinoises et russes de l'Antéchrist vont descendre. » Et l'Amérique, parce que vous savez, les évangéliques, ils vont, avec l'aide de Dieu, les frapper ici. Et c'est ici que l'Armageddon doit avoir lieu. Et ces gens y croient vraiment. Mais voici ce qui fait peur. Ces gens sont au pouvoir. Oui, Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, est un évangélique. Hagee est un évangélique. Et ils vous disent clairement, « Je rêve que mes fils se battent pour Israël. » D'accord, tu es maintenant le ministre de la guerre, enfin de la défense, avant cela des États-Unis. Tu devrais avoir une toute autre façon de penser à ce poste. Et il y en a 80 millions aux États-Unis. Il y en a beaucoup dans d'autres pays. Donc, c'est un problème sérieux. Ce qui est intéressant dans cet argument concernant l'influence, celle des évangéliques motivés idéologiquement ou religieusement, et leur répartition également dans la société américaine et l'appareil politique, c'est que cela signifierait que l'on n'a même pas besoin du lobby pro-israélien pour expliquer la force de ce lien indéfectible. Donc, en un sens, et je ne pense pas qu'il faille choisir l'un ou l'autre. Je pense que les deux peuvent coexister en même temps. Mais cela constitue une seconde explication à la façon dont les États-Unis agissent vis-à-vis d'Israël. Une façon que l'on n'a tout simplement jamais vue auparavant dans les relations internationales. Je n'arrive pas à trouver d'exemple, peut-être à part la Suisse et le Liechtenstein, de deux nations souveraines aussi étroitement liées l'une à l'autre que enfin voilà. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est un lobby pour les non-évangéliques. Par exemple, Marco Rubio, ou « Oh, bon sang, pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à me souvenir des noms quand j'en ai vraiment besoin ?» Rubio, le secrétaire d'État. Attendez, c'est Marco Rubio. Oh, pardon, pas Marco Ted Cruz, c'est lui. Je les ai confondus dans ma tête. Désolé, je suis nul avec les noms. Ted Cruz, par exemple. Les deux sont catholiques. Aucun des deux ne se soucie que le pape du Vatican ait protesté contre le meurtre de Palestiniens catholiques. Parce que les gens oublient qu'il y a beaucoup de Palestiniens orthodoxes et catholiques. Il y a environ 10 ou 12% de la population qui sont des chrétiens orthodoxes et catholiques. Au Liban, ils représentent environ 30 et quelques % de la population, et en Syrie, il y avait beaucoup de chrétiens orthodoxes. Les évangéliques ne les considèrent pas comme des chrétiens.
Ils ne considèrent pas les chrétiens orthodoxes et catholiques comme des chrétiens. Pour eux, ce sont des hérétiques, même s'ils sont issus de l'Église d'origine. Donc, quand ils se font tuer, eh bien, ce n'est pas vraiment un sujet d'inquiétude. Et j'ai demandé à des personnes évangéliques que je connais, vous savez qu'il y a des églises chrétiennes qui explosent. Ce ne sont pas de vraies églises. À ce stade, il est difficile d'argumenter. Donc, en un sens, ce que nous voyons, c'est aussi une division interne au christianisme. Pas seulement un désaccord, mais une scission, n'est-ce pas? Les évangéliques chrétiens contre des personnes comme, disons, c'est à mon tour pour les noms, Tucker Carlson, bien sûr, qui a une compréhension complètement différente du christianisme et souhaiterait que le groupe chrétien reste uni, quelle que soit la dénomination. Oui, Tucker Carlson a en fait une vision beaucoup plus traditionnaliste. Et j'ai regardé ses émissions, ça évolue, je dirais, vers la vision orthodoxe du christianisme. C'est un processus lent. Il y a en réalité pas mal d'évangéliques et d'autres protestants. Des églises entières se sont converties à l'orthodoxie, généralement parce que les prêtres commencent à s'y intéresser. Ils veulent tous savoir être comme l'église originelle. Eh bien, quand on commence à regarder cela historiquement, l'église originelle n'a pas disparu. Je parle encore une fois du point de vue orthodoxe. Les catholiques ont une vision un peu différente à ce sujet. Je comprends, mais du point de vue orthodoxe, vous savez, l'ancienne Église n'a jamais disparu. Ce n'était pas cette entité mystérieuse, ce truc d'ovni ou, vous savez, la cryptozoologie. Ça n'a pas disparu. C'est toujours là. Ça a 2000 ans. Il n'est pas vraiment nécessaire de chercher bien loin pour le trouver. Et quand ils commencent à s'y intéresser, ils se penchent sur la théologie et ils se disent « Ah !» Je veux dire, la plupart de ces gens ne deviendront jamais catholiques parce qu'ils méprisent le catholicisme, puisqu'ils s'en sont séparés. Mais l'orthodoxie est quelque chose de nouveau pour eux, parce qu'ils ne la connaissent pas. Et c'est une façon pour eux d'accéder à l'ancienne théologie partagée entre les orthodoxes et les catholiques. Et ils vont l'examiner et se disent « Ah, nous avions tort, d'accord. » Et il y a cette prise de conscience. Mais la majorité, bien sûr, l'immense majorité dans ce cas, reste campée sur ses positions. Et ils se rejettent mutuellement la faute entre ces différentes dénominations évangéliques. Qui ira en enfer? Qui n'ira pas en enfer? Dieu est le seul à décider, au bout du compte, qui ira en enfer et qui n'ira pas en enfer. Pas un prédicateur, pas un laïc, si on va dans cette direction. Exactement. Mais cela influence directement leur politique, et c'est là que ça devient inquiétant. Maintenant, Marco Rubio. Il existe un site web aux États-Unis qui suit à quel point l'AIPAC a favorisé certains politiciens. Rubio en était à 1,5 million, Cruz à 2 millions. Alors on se demande, vous savez pourquoi, en tant que catholique, il se moque complètement de ce que dit le pape? Se pourrait-il autre chose influence leurs décisions, comme leur compte en banque? La seule chose qui était folle, c'est cette idée que le pape pourrait un jour avoir son mot à dire sur les États-Unis. Et cela, bien sûr, remonte à Kennedy. Mais cela n'a jamais été le cas, n'est-ce pas? Je veux dire, le pape n'a jamais eu l'oreille du président américain. C'est même plutôt l'inverse. Le pape écoute et essaye d'interagir avec le président d'une manière ou d'une autre. Donc, pour conclure, ce à quoi vous nous sensibilisez, c'est à l'impact sous-estimé des évangéliques chrétiens et du sionisme chrétien sur tout ce processus qui, à l'autre bout, aboutit à un génocide en Palestine. Oui. On peut même se demander ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf. Était-ce le sionisme chrétien ou le sionisme juif qui est apparu en premier au Royaume-Uni d'ailleurs? À mon avis, ce sont les sionistes chrétiens qui sont apparus en premier au Royaume-Uni. La grande majorité de la population au Royaume-Uni appartient à l'Église d'Angleterre, qui n'est en aucun cas évangélique. Ce sont des protestants de haut niveau.
Ils sont essentiellement issus d'une scission de l'Église catholique, une sorte de mini-Église catholique avec une saveur nationale anglaise. Et d'ailleurs, les Anglais étaient à l'origine orthodoxes. Guillaume le Bâtard, ou Guillaume le Conquérant si vous préférez, a vaincu Harold à la bataille d'Hastings. Harold est mort, ses 2 fils sont morts, son frère est mort, son neveu est mort. Tous les hommes de la lignée d'Harold sont morts à la bataille d'Hastings. L'épouse d'Harold a emmené sa fille, est montée à bord d'un navire et a navigué jusqu'à Kiev qui était russe à l'époque. Sa fille a épousé un prince russe parce qu'ils étaient tous orthodoxes. Ils sont simplement allés dans le prochain grand pays orthodoxe. Ensuite, lorsque Guillaume le Bâtard, Guillaume le Conquérant, a conquis l'Angleterre, il l'a intégré à l'Église catholique. Guillaume Brace, c'est pourquoi il a été béni par le pape pour aller conquérir l'Angleterre, parce que l'Angleterre avait refusé de participer au schisme et était restée orthodoxe. Ainsi, l'orthodoxie était en réalité la religion d'origine des Anglais. Mais plus tard, on voit apparaître ce groupe évangélique qui influence les Juifs en Angleterre. C'est au milieu des années 1800, transformant les Juifs d'Angleterre en sionistes juifs. Et cela fonctionne pour les élites britanniques, parce que premièrement, elles se débarrassent des Juifs. Ils peuvent tous immigrer en Israël. Et pour elles, c'est un avantage. Deuxièmement, ces Juifs qui immigrent en Terre Sainte sont britanniques, car culturellement, ils sont britanniques. Il subsiste peut-être une différence religieuse, mais culturellement, ils sont britanniques. Donc en gros, ils créent une colonie en Terre Sainte, qui fait alors partie de l'Empire ottoman. À plus long terme, on va arracher une bonne partie de l'Empire ottoman aux Ottomans. On va établir un avant-poste de l'Empire britannique au Moyen-Orient, là où nous n'avions rien auparavant. Donc c'est gagnant-gagnant. Oui, et les Britanniques passent le relais aux Américains, et nous en sommes là aujourd'hui avec cette catastrophe absolue. Mais Stas, je dois conclure, car cette discussion avec toi est toujours très intéressante et nous emmène dans de nombreuses directions. Mais je pense que tu soulignes quelque chose de très important. Les évangéliques chrétiens et leur impact sur le processus politique qui engendre cela. Les personnes qui souhaitent te suivre devraient aller sur ta chaîne YouTube, je suppose. Ou bien, où voudrais-tu qu'elles aillent? Oui, d'accord. Donc sur X, c'est sous Stas Krapivnik. Sur YouTube, c'est Mr. Slavic Man, Slavic avec un K, pas un C. J'ai aussi 2 chaînes sur Telegram. La chaîne en anglais s'appelle Stas Was There, la chaîne en russe s'appelle Stas Segodnia Obrotno. Je mettrai les liens dans la description ci-dessous et tout le monde devrait découvrir le travail de Stas ainsi que ses analyses politiques. Cela vaut la peine d'être suivi. Donc Stas, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Pascal, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.